Les bénévoles de l'association Tête en l'air sont partis du constat qu'il fallait améliorer la prise en charge des malades opérés d'hydrocéphalie et plus particulièrement lorsque la dérivation dysfonctionnait. Notre première action a donc été de rédiger un mémo dont l'objectif est de guider et rassurer le malade et son entourage. Alors l'hydrocéphalie, pour faire simple, c'est l'augmentation du volume du liquide cérébrospinal dans les cavités que l'on a dans le cerveau. Les signes, alors c'est différent quand on a la boîte crânienne qui n'est pas encore fermée de quand on est plus grand. Donc, quand on a la boîte crânienne pas fermée, disons l'enfant de moins de 1 an, à ce moment-là, on va avoir une augmentation du volume du crâne, qu'on appelle une macrocranie. La fontanelle est souvent bombante. On a ce qu'on appelle un regard au coucher de soleil, les yeux qui sont fixés en bas, et puis un enfant qui est grognon, qui n'est pas très bien. Quand on est plus grand, quand le crâne est fermé, à ce moment-là, on a une triade de signes, c'est céphalée, nausée, vomissement. On a 2 façons de le faire, soit la mettre en place une dérivation, donc là on va aller contourner complètement l'obstacle, ou s'il n'y a pas d'obstacle, mais si le liquide ne circule pas bien, on va contourner le problème. Donc on va mettre un petit cathéter dans les poches de liquide, relié à une petite valve qui est un petit boîtier, ça passe sous la peau, ça va dans le péritoine. Et l'autre façon de faire, cette fois-ci c'est sans mettre de matériel étranger, c'est une ventriculocysternostomie, qui a un nom long et un peu barbare. On va faire un trou dans une membrane que l'on a tous, une membrane naturelle, et on va dérouter le passage du liquide. C'est quand même une pathologie qui est très fréquente. Nous, on dit que c'est quasiment notre pain quotidien de mettre en place des dérivations, de faire des ventriculostomies. En tout cas, c'est plusieurs fois par semaine, donc ça touche beaucoup d'enfants. Je suis anesthésiste réanimateur et quand je prends en charge un enfant, il est important pour moi de savoir, est-ce qu'il est porteur d'une valve, là je trouverai l'information, et deuxièmement, parfois de savoir quelle est la nature de la valve, car certaines sont réglables, d'autres pas, ce sont des sujets complexes, et enfin, éventuellement, trouver les coordonnées du médecin référent qu'il faudrait contacter pour avoir les informations les plus pertinentes. Et mettre en place cette valve, c'est vrai que pour certaines familles, c'est pas toujours très bien accepté, on se demande un petit peu ce que c'est. Et en particulier quand il y a un problème avec la valve, puisqu'on dit très souvent aux parents, c'est comme la plomberie, ça peut se casser, se boucher. Ça peut aussi s'infecter, mais ça c'est plutôt des problèmes précoces. Et ça peut se casser ou se boucher à n'importe quel moment. Donc les parents ne savent pas toujours quoi faire, même si on leur explique pendant l'hospitalisation, parfois ils n'entendent pas tout, parce qu'on leur donne beaucoup d'informations. Donc ce mémo, en fait, moi, je trouve que c'est un peu le carnet de santé de la valve et de l'enfant. Donc c'est très important d'avoir ce petit carnet qui va permettre de pouvoir avoir très rapidement une idée de la valve, du type de réglage s'il y en a un, quand elle a été mise, est-ce que l'enfant a eu de multiples révisions. Et on donne également dans ce carnet ça liste tous les symptômes et ce qu'il faut faire si on pense qu'on a un dysfonctionnement de la valve. Parfois, l'entourage confond également le type de valve, entre valve cardiaque et valve cérébrale. Et donc, il y a un problème sur la régulation et les patients peuvent être orientés sur un mauvais service. Le tout premier dysfonctionnement que j'ai eu, c'était en 97, j'avais 13 ans. On n'a pas su, mes parents et moi, on ne savait pas du tout ce que c'était. Le médecin l'a tout juste diagnostiqué à temps et m'a envoyé à l'hôpital d'Orléans, qui n'a pas su me prendre en charge, qui m'a envoyé du coup à Necker, mais le temps d'y aller, je serai arrivé 10 minutes plus tard, je n'aurais pas survécu. Quand Tête en l'air est venu présenter cette initiative, ce projet sur l'hydrocéphalie, je trouvais tout de suite que c'était une idée intéressante. Et donc j'étais enthousiaste pour participer. Les raisons sont multiples. La première, c'est parce qu'il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas de mémo, il n'y avait pas de carte de porteur de valve, or ça manquait. Le mémo permet d'avoir les bonnes informations, communiquer donc au médecin régulateur les bonnes informations, la pathologie, le modèle de valve dont le patient est porteur, et connaître exactement le médecin référent dans quel service est ce patient. Et s'il est en déplacement, de pouvoir contacter un service adéquat, apte à le prendre en charge. Le fait d'avoir le mémo au moment d'un dysfonctionnement de valve, c'est assez différent parce que ça permet déjà de savoir qui appeler,
de bien donner les bons termes. Les familles à qui je l'ai remis sont ravies. Parce que pour eux, c'est très clair. Ce qui est écrit à l'intérieur également leur a parfaitement convenu. Donc ils ont bien compris l'intérêt de cette carte, surtout quand on leur parle des dysfonctionnements éventuels. Maintenant, on va trouver que c'est indispensable finalement. Nous allons diffuser ce mémo dans tous les services de neurochirurgie et des urgences des hôpitaux de France. En parallèle, nous allons développer un programme d'information sur le sujet. L'objectif final de Tête en l'air est de sensibiliser tous les patients sur les problématiques liées à cette maladie et les outils existants pour améliorer leur quotidien. Tête en l'air espère ainsi sauver des vies et faciliter celles des 150 000 personnes souffrant d'hydrocéphalie en France.